On va laisser la parole à Monsieur Guédiri, qui est judoka et qui, lui également, a été victime de violences pendant son adolescence. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Yacine Guédiri et je jure de dire la vérité avec la vérité. Merci. Euh, pour faire très simple, c'est relativement dur d'en parler, mais avant d'en parler, je voudrais remercier Marie pour son témoignage et les filles qui ont témoigné hier, qui sont des violences qui sont totalement différentes de ce que j'ai subi. Euh, pour faire simple et sans trop épiloguer, j'ai eu la chance d'être dans un des meilleurs pôles France et de vivre des études fabuleuses à Marseille, au pôle France à Marseille, et de vivre une carrière qui a été tourmentée. Cette carrière de haut niveau a démarré en tant que cadet, donc très jeune, dans un lycée, on avait de très très bons entraîneurs, mais ce ne sont pas les entraîneurs de notre section qui nous ont fait du mal, ce sont d'autres sections. Donc une pseudo-rivalité qui a fait que quand on se retrouvait sur des regroupements de structures, très souvent on se faisait prendre par des entraîneurs de sections adverses. Mes responsables de section n'étaient pas sur ce stage-là. On avait un de nos entraîneurs qui s'occupait de nous, qui était présent sur un stage dans les années 2000. Et du coup, imaginez un gymnase classique, dont la moitié c'est du tatami et le reste c'est une surface du gymnase. Et que vous fassiez 15 minutes de combat au bord de cette surface avec un colosse devant vous, alors que vous venez de fêter votre anniversaire et on vous met sur le bord du tapis à faire un combat et vous tombez un coup dedans, un coup dehors, un coup dedans, un coup dehors. Au bout d'un moment, on se pose la question, quand est-ce que ça va se terminer? Donc voilà, aujourd'hui, je suis toujours en colère parce que ce sont des personnes, enfin, voilà, elle est plus trop, cette personne est plus trop en fonction, mais parce qu'il y a eu tout un process qui a fait que grâce à ce qui se passe actuellement, il est un peu écarté, mais j'ai peur qu'il revienne. Donc c'est pour ça que je me permets aujourd'hui de témoigner, pour éviter que, par exemple, mes fils, qui sont en bas âge, s'ils ont envie un jour de suivre un peu le parcours que j'ai suivi, ben, qu'ils ne soient pas confrontés à ça ou à ce genre de personnage. Donc, quand j'ai commencé à témoigner, j'ai eu une partie de judokas qui m'ont dit c'est très bien ce que tu fais, des enseignants, et d'autres qui n'osent même plus me regarder. Voilà, le regard des gens est un peu difficile. Mais c'est pas grave. Je me dois de témoigner sur ce que j'ai vécu. Puisque quand on chute un coup dedans, un coup dehors, à un moment donné, il y a de la casse. Et cette épaule-là, elle s'en souvient encore, puisque je ne peux plus faire certains mouvements. Mais ça, c'est pas le pire, la casse physique, c'est la casse morale. La casse morale, elle est telle que quand j'ai eu mal et que j'ai entendu le crack et que je regarde dans les yeux de l'entraîneur qui voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé, c'est qu'il me dit, tu aurais été dans mon pôle, tu n'aurais pas fait 5 minutes chez moi. Et je pense que ça résume le personnage que j'avais en face de moi. Et moi, je ne veux pas être cet entraîneur-là. C'est pour ça que j'ai, comme Marie, fait le choix d'enseigner pour pas que des gens ou enfin, des enfants ou des jeunes sportifs vivent ça encore. Alors, on m'a dit très récemment, en fait, très récemment, il y a 2, 3 ans, on m'a dit quand tu vas témoigner, ça sert à rien, ils vont l'écarter. Sauf qu'à l'époque, quand il m'est arrivé ça, ma mère est allée voir le président de ligue de l'époque. Et aujourd'hui, on attend toujours des nouvelles. Donc voilà, j'essaye de faire court. Si vous avez des questions, je peux y répondre.
Alors peut-être un autre témoignage de Marie-Laurence Urvois, qui est une ancienne athlète de haut niveau en judo. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Marie-Laurence Urvois, je jure de dire la vérité avec la vérité, et je crois qu'il m'en manque un. Je voulais témoigner aujourd'hui parce que c'est vrai que j'ai vu dans les personnes qui sont victimes des personnes que je connais. Alors tout d'abord, je voudrais remercier Marie-David malgré tout, parce que c'est vrai que quand elle a commencé à parler de ce qu'elle a vécu, ça a été comme pour moi, c'était pas vraiment le moment d'en parler parce que je vivais d'autres choses. Mais c'est vrai que pendant ce moment-là, j'ai pas voulu parler, j'ai pas voulu témoigner. Mais par la suite, c'est vrai que ça m'a beaucoup travaillé parce que je me suis dit: «Si je ne témoigne pas, j'ai peur que par ma faute, il y ait d'autres personnes qui vivent cela». Et donc le temps que les choses se fassent, j'ai eu plusieurs intervenants au téléphone, j'ai eu Patrick Roux également. Moi, ce que je voulais dire, c'est que, effectivement, ce que décrivent, beaucoup, je l'ai vu, sans forcément l'avoir vécu. J'ai vu que certaines choses aussi également, comme la violence psychologique. Après, pour remettre le cadre, moi, je suis partie de chez mes parents parce que je vivais de la violence psychologique, l'inceste et autres. Et donc du coup, c'est vrai que j'ai eu en par le visage, en tout cas, l'attitude de mon entraîneur, une version, on va dire, guillemets, «paternaliste» qui m'a permis en tout cas, j'avais besoin de sortir de chez moi, donc j'étais au pôle espoir Nantes. Donc j'étais très contente. Déjà, j'ai fait du judo parce que je devenais très violente, parce que je gardais de la colère en moi et on m'a dirigée vers le judo. J'ai fait du judo et très rapidement, j'avais des résultats, donc du coup, j'étais acceptée au pôle espoir Nantes. Mais en même temps, comme le disait, l'intervenant précédent, il y avait cette dualité entre le club et le pôle qui faisait que c'était compliqué de pouvoir s'épanouir. Ce que j'ai vécu, j'ai essayé d'en parler plusieurs fois. C'est vrai que ce que je vais dire est peut-être un peu violent pour certains, mais je vais être obligée de le dire, que dans les victimes ou dans les personnes qui suivent, cette commission, il y a il y a un de mes agresseurs qui m'a empêché de parler, qui, avec l'entraîneur, était agresseur. Donc c'est vrai que pour moi, ça reste très compliqué voilà, je peux reconnaître qu'un agresseur ait pu être victime, mais en tout cas, moi, j'ai été victime d'un de mes agresseurs qui est aujourd'hui victime et qui est aujourd'hui présent. Et j'en ai beaucoup souffert parce que c'est du harcèlement sexuel. Moi, j'étais mineure, donc souvent, au sein du club, il se passait pas grand-chose, on va dire, sexuellement parlant. Par contre, on nous s'obligeait à sortir avec les uns les autres. Moi, je me rappelle d'une nuit où on m'a harcelée pour que je vienne coucher avec la personne qui est dans les victimes aujourd'hui. Et c'était voilà, c'est des souvenirs que je garde qui sont juste horribles. Parce que quand on a connu la violence chez soi, on la vit dans le sport et le sport était censé, me permettre de pouvoir respirer, ce qui n'était pas absolument pas le cas. Et derrière, hem et derrière, c'est ce qui conduit à effectivement beaucoup de traumatismes. Parce qu'après derrière, j'ai eu des relations avec des hommes qui ont été, désastreuses où seulement je ne connaissais que la violence, donc la violence, les coups, les humiliations. Donc c'est ouais, ça a eu des conséquences désastreuses aujourd'hui, je peux le dire quasiment toute ma vie puisque également j'ai eu malheureusement, à assumer une justice totalement défaillante où, la victime devient, une personne qui simule ou qui exagère et aujourd'hui, je peux dire que plainte que j'ai déposée, toute, action de justice que j'ai menée en tout cas pour pouvoir, obtenir réparation, s'est avérée infructueuse. C'est pour ça qu'aujourd'hui je ne vis plus en France, par exemple, parce que voilà. Maintenant, c'est important pour moi de témoigner aujourd'hui parce que ça je viens soutenir aussi quelques personnes qui sont victimes ici et qui ont été victimes des mêmes bourreaux, qui ont vécu les mêmes supplices et voilà. Et donc voilà et pour mémoire en tout cas, si Marie-David a été exclue du pôle, il l'a été aussi parce que je l'ai défendu. Donc heu donc voilà. Merci beaucoup à vous deux pour ces deux témoignages. C'est vrai dans le cadre de cette commission, on a fait le choix d'élargir le périmètre pour aussi travailler sur les questions des violences physiques qui sont nombreuses dans certaines disciplines et on le voit bien. Moi, j'aimerais revenir peut-être sur le témoignage de monsieur Guédiri, pardon. Par rapport à ce que vous avez subi, donc, dans le livre justement dans lequel il y a votre témoignage, on comprend qu'il y a d'autres personnes qui ont subi la même chose de la part de ce même entraîneur.
Moi, ce que je voudrais peut-être avoir comme élément, c'est est-ce qu'au moment où il y a eu les entraînements à cette époque-là, est-ce que la fédération, en tout cas là où vous étiez, est-ce qu'ils étaient au courant? Est-ce qu'il y avait des adultes qui étaient au courant de ces pratiques dans le club et donc et qui n'auraient pas alerté à ce moment-là en fait les parents, les familles, les athlètes? Et vous nous avez indiqué qu'il y avait une procédure, je crois, qui a été engagée de la part de votre mère, notamment, qui n'a pas eu de suite. Est-ce que depuis, il y a eu des choses? Vous dites que cet entraîneur n'est plus aujourd'hui, en tout cas qu'il n'est plus en présence d'athlètes. Est-ce que vous savez s'il y a d'autres victimes de ce bourreau, parce que je ne vois pas comment on peut l'appeler autrement, en dehors des 2 témoignages qu'on a dans le livre? Je vous remercie. Je vais essayer de répondre à toutes ces questions. Est-ce qu'il a eu d'autres victimes dans le pôle France où j'étais? Oui, puisque j'ai un copain d'époque qui a eu un problème à la colonne vertébrale à la suite d'un même style de combat, en fait, si vous voulez. Moi, ça a été l'acromioclaviculaire. Je me doute qu'il a eu qu'il y a eu d'autres blessures, parce que je mets du conditionnel, parce que je n'étais pas avec lui sur tous les combats, et encore, j'étais pas dans sa section. Et comme je vous disais, le pire, ça a vraiment été sa phrase à la fin. Vous m'aviez posé d'autres questions. Pourquoi il est plus en fonction? Parce qu'il y a eu des procédures. J'ai été interrogé par le Val-de-Marne, la SDJES du Val-de-Marne, très récemment, enfin très récemment, l'année dernière, sans suite du coup, puisque ce sont des faits qui sont prescrits. Je voulais rebondir également sur ce qu'avait dit Monsieur Roux et bon nombre d'interrogés. On n'a pas la formation, et on n'a pas l'information des procédures à mener. Si vous voulez, à l'époque, ma mère et moi, nous étions commissaires sportifs et nous intervenions sur les compétitions régionales et locales en tant que bénévole. Et à la suite de ma blessure, je suis allé voir mon médecin de famille. Et derrière, elle est allée voir directement le président de ligue pour qu'il y ait quelque chose qui soit fait. Et encore aujourd'hui, on a l'impression, on attend encore. Mais si on attend, ça veut dire que ça a été passé sous silence. Quand on pose des questions, ça a été passé sous silence. Quand j'ai commencé à témoigner, la personne qui m'a fait ce que j'ai eu, qui m'a fait mal, a dit qu'elle n'était pas à ce stage-là. Vous voyez? Il y a une espèce de truc qui se monte à l'époque pour éviter que ceux qui sont en place partent, quoi. Donc, est-ce que c'est un excellent entraîneur? Je ne sais pas, en fait. Est-ce que c'est quelqu'un qui doit continuer à enseigner? Je ne suis pas celui qui doit dire: «Il ne doit pas enseigner». Je dis juste: «J'ai vécu ça, c'est difficile». Encore aujourd'hui, j'ai 37 ans, je l'ai vécu, j'avais 15 ans. Encore aujourd'hui, c'est difficile d'en parler parce que la douleur reste là, de cette phrase. La douleur physique, on est habitué en tant que sportif, et sportif de haut niveau, à être confronté à des petits bobos, de la bobologie, des douleurs constantes, le savoir du dépassement de soi. Mais la différence entre le dépassement de soi et la douleur physique qui n'a pas à être ce qu'elle est, elle est, pour l'enfant qui n'est pas formé, euh, on ne la connaît pas. Donc, à mon sens, les structures n'informent pas assez leurs sportifs. Donc, je n'ai pas été informé des procédures. Je ne savais pas qu'on pouvait porter plainte pour des violences. Je ne savais pas que on pouvait contacter quelqu'un, un organisme fédéral, pour qu'il soit interpellé, écarté, sanctionné. Non, je ne savais pas.
Merci pour ces éléments. Juste peut-être une confirmation de votre part. Vous dites dans le témoignage qu'une plainte a été déposée donc, au niveau de la fédération. Vous confirmez donc que la fédération n'a jamais fait un signalement, ou en tout cas transmis les éléments de votre plainte à la justice. Nous avons porté le P auprès de la Ligue, donc, Oui. de par la personne du président de l'époque. Est-ce que vous pourriez nous transmettre le nom de l'entraîneur en question? Parce que ce sera important pour le rapport pour la suite. Par écrit, hein. Vous n'êtes pas obligé de... Si vous ne souhaitez pas à l'oral, il n'y a pas de souci. Je pense que les gens du 34 le reconnaîtront. Voilà, donc je transmettrai par écrit. Oui, je veux juste poser une chose en complément de ce qui vient d'être dit. Le président de la Ligue de cette époque-là, il est cité dans au moins 5 ou 6 signalements sur des choses aussi graves, hein. C'est-à-dire des enfants de 15-16 ans qui subissent un trauma important. Dans un autre cas, c'est une fracture de vertèbre. Donc ça laisse des séquelles quasi définitives avec... Je vous le donnerai. Et donc, dans plusieurs cas, cette personne est citée. Dans ce que vient de dire M. Guédiri, il y a un autre jeune qui est blessé encore plus gravement que lui, donc aux vertèbres. À l'issue de ce stage, il n'y a aucun rapport, nulle part, alors qu'il y a 3 entraîneurs de la fédération sur le tatami, des entraîneurs officiels qui entraînent dans des structures officielles de la fédération. On n'a pas trouvé une ligne de rapport nulle part. On se demande si après un tel incident, ils vont boire des bières, on ne sait pas. La vie continue. Il est possible qu'il y ait eu aussi la personne qui accueillait le stage, qui aujourd'hui est directeur du haut niveau à la Dragesse de Corse. Donc c'est aussi un cadre d'État. Il est possible aussi qu'il y ait eu un élu, je le dis au conditionnel, un élu d'un comité départemental de ces régions. Le président de la Ligue, dont il est question, que vient de mentionner M. Guédiri, mais qui est mentionné dans 5 ou 6 signalements et peut-être d'autres, a disparu du jour au lendemain, en 2016, au tournant de 2016-2017, si je me souviens bien, suite à une réunion assez nébuleuse où le président de la fédération, ce coup-ci, aurait débarqué tout d'un coup, et puis au lendemain de ça, on n'a jamais su ce qui s'était passé, il a démissionné de tout. Ce monsieur président de la Ligue de PACA, il était en même temps vice-président de la fédération, si je ne me trompe pas, donc membre du comité directeur, et responsable national de l'arbitrage. Vous voyez un peu, c'est quand même dans un organisme comme la FFJDA, c'est quand même des postes importants. Depuis, il n'apparaît plus, on ne sait plus. Quelqu'un récemment m'a dit qu'il le croisait de temps en temps. Voilà. Donc nous, on s'est interrogé parce qu'on s'est dit, bon, quand même, il a dû entendre parler de Sarah Abitbol et de tout ce qui se passe en ce moment. Ce monsieur a sûrement des informations très intéressantes, mais il ne contribue pas.